Madame, mademoiselle, monsieur, merci d'être avec nous pour cette émission cinéma que je vais avoir le plaisir de vous présenter en compagnie de Florian Bolloré et de Jean-Luc Forçard. Nos deux autres acolytes ont eu quelques indisponibilités. On souhaite un prompt rétablissement à Benoît. Quant à Brigitte, on lui souhaite de passer un beau concours international de piano. Allez, on va commencer un petit box-office des entrées au Ciné-Palace avec quelques petits changements, mais ça changera encore plus pour la prochaine émission. Le numéro 5, c'est Kong Skull Island de Jordan Vogt-Roberts, 3385 entrées pour 3 semaines d'exploitation. Le numéro 4, c'est Logan de James Mangold, 3719 entrées pour 4 semaines d'exploitation. Le numéro 3, c'est vrai que je ne sais pas si on l'aurait parié qu'il serait là, mais c'est Patient de Grand Corps Malade et Mehdi Idir, très beau film, 3851 entrées pour 4 semaines d'exploitation. Le numéro 2, c'est Alibi.com de Philippe Lachaud, 9783 entrées pour 6 semaines d'exploitation. Et le numéro 1 va quitter l'affiche. Il s'agit de Red Dingue de Danny Boone, 13 968 entrées pour 8 semaines d'exploitation. Ce mercredi, c'est un documentaire qui a fait le meilleur score. La Vallée des Loups de Jean-Michel Bertrand, 419 spectateurs au Ciné-Palace. Devant La Belle et la Bête, 393 et Sage-Femme de Martin Provost, 56. Alors, il y a un autre film qui a un peu plus de mal à faire des entrées. Hein, c'est L'autre côté de l'espoir de Aki Kaurismäki, qui nous ramène à Helsinki de nos jours, même si on a l'impression d'être des années en arrière. Il y a un côté un peu Europe de l'Est dans le Helsinki qui est décrit par Aki Kaurismäki. Et là, il y a deux personnages. Il y a un personnage qui quitte sa femme, qui quitte son boulot, qui monte un resto et qui va rencontrer un jeune réfugié syrien échoué à Helsinki. Oui, c'est un thème cher à Kaurismäki qui avait déjà donc il y a 5 ans tourné Le Havre, où c'était justement un jeune Africain sans papier. Alors Kaurismäki, c'est tout un univers, quoi. C'est un univers absurde, drôle, tendre, et pour montrer surtout la solidarité, l'empathie, pour montrer aussi l'humanité. Alors son style, il est quand même assez, c'est toujours des tragicomédies, mais alors il a toujours des situations toujours figées, il a des personnages qui restent comme ça, puis on se demande, il y a toujours des silences. Et puis finalement, au bout du compte, quand on voit ce film-là, il y a un sens. Et je trouve que c'est merveilleux de voir ce réalisateur-là, parce qu'il est très difficile dans l'écriture. C'est-à-dire qu'on est là, mais on se dit, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Mais finalement, il arrive toujours à arriver... Il installe une ambiance. Il installe une ambiance, oui. Alors, oui, pardon, vas-y. Alors, surtout, il installe une ambiance, mais surtout, finalement, sur des gens simples. Des gens... il va toujours chercher, par exemple, des SDF, des gens dans la rue. Et c'est là qu'on voit qu'il y a vraiment une solidarité, déjà par rapport à ces gens-là, parce qu'il les filme tellement bien. Alors Helsinki, c'est vrai que comme il le filme, tu as l'impression vraiment que c'est Moscou dans les années 50, quoi. Tout est épuré, il n'y a pas de couleur, les gens sont complètement statiques, on est vraiment dans une nomenclature comme ça, c'est stalinien. Et puis il se dégage encore une fois un charme grâce vraiment au personnage et à l'interprétation. Ouais, c'est vraiment un film plein de poésie. Il a une grande tendresse pour ses personnages, il y a une mélancolie qui s'installe, et il y a aussi une importance. Il y a quelque chose d'important dans le cinéma d'Aki Kaurismäki, c'est la musique. Oui. Hein, et là, avec des groupes qui rockers en live, des vieux rockers. C'est vrai qu'à chaque fois, ce sont des gueules, ce sont des morceaux qui nous entraînent un peu. Alors, ce qui est bien, c'est que ça fait un ensemble, quoi. Finalement, il y a ce côté un peu austère, et puis d'un autre côté, il va complètement délirer avec des rockers qui arrivent sur des scènes comme ça. Non, c'est un très très beau film. Voilà, allez voir L'autre côté de l'espoir de Aki Kaurismäki. Tout de suite, quelques images. Perustin tuottaisen ravintolan. Tarvitsen hovimestarin. Ei käy. Itsekin lopetan jouluna ja muutan Meksiko Cityin. أنا حابب طلعه. بلد أمان ما فيها حد. Haluatko daju? Mitä sille tehdään? Kadulla tuo ei kauan noilla raameilla pärjää. يعني برأيك أنا كمان لازم بلش مثل وأعمل حالي مبسوط وفرحان. وهذا الشيء الوحيد اللي بس مو تتبسم بالشارع يظنوا أنت مجنون.
pour l'autre côté de l'espoir. On passe à l'embarras du choix d'Éric Laven, un film avec Alexandra Lamy que l'on retrouve dans un rôle d'une quadra dans la vie ressemble à un éternel dilemme. Elle ne sait pas choisir. Elle a même au moment de se marier, on ne sait pas lequel elle va choisir entre son banquier ou son cuisinier. C'est ça, va devoir faire le choix. Et bon, le choix, c'est plutôt pas mal. Moi, j'ai plutôt apprécié ce film-là. Après, on n'a pas l'impression qu'on est dans une comédie française. On a l'impression d'être dans une comédie un peu british, un peu anglaise, comme ils savent bien les faire. Après, Éric Laven, on retrouve pas forcément la comédie qu'il faisait habituellement. Moi, je prends l'exemple du dernier qu'il avait fait avec Retour chez ma mère, qui m'avait plutôt bien plu. Là, on est vraiment dans la comédie romantique, qu'on n'a pas l'habitude d'avoir en France non plus. Alors, elle doit faire son choix. On retrouve une Alexandra Lamy qui est fidèle à elle-même, puisque d'un rôle à un autre, j'ai toujours l'impression de voir la même personne, de voir la même chose. Depuis qu'elle a commencé avec Jean Dujardin dans Un gars, une fille, j'ai l'impression que c'est toujours la même. Elle ne change pas dans ses rôles, c'est toujours la même chose. Mais bon, on passe à un bon moment quand même. Je ne me suis pas du tout ennuyé devant ce film-là. On rit pas beaucoup. C'est vrai qu'on est plutôt dans le truc mélo, romantique et tout. Quel choix elle va faire. Puis finalement, on pourrait penser, en voyant la bande-annonce et l'histoire, que justement, les doutes et les choix qu'elle va faire prendraient beaucoup plus de place dans le scénario. Puis finalement, c'est plus en second plan. Puisqu'après, c'est plutôt l'histoire d'amour où, ok, elle ne sait pas dire non. C'est pas qu'elle ne sait pas dire non, c'est qu'elle ne sait pas prendre le choix. Mais finalement, cet argument pour faire une comédie s'efface peu à peu pour laisser place à cette comédie romantique. Et moi, j'ai pas beaucoup ri. Seulement, juste quand il y a eu la scène qui se passe en Irlande où on voit Franck Dubosc, on s'y attend pas du tout. Et là, j'ai enfin ri dans le film. Je suis pas un grand fan de Franck Dubosc, je peux pas dire que j'aime ce qu'il a fait, mais il était vraiment super dans un film en plus d'Éric Laven, Incognito, il y a quelques années. Et je trouve que c'est le meilleur d'Éric Laven, quoi qu'il arrive dans sa filmographie. Et il arrive là, ça nous fait rappeler son rôle qu'il avait eu justement dans Incognito. Et ça a fait plaisir. Heureusement qu'il y a eu cette scène-là, je veux dire, pour qu'on rigole à bon coup, parce que ça manquait. Ouais, ça fait pas trop rire parce que finalement, c'est quand même un sujet un peu sérieux. Puis elle nous énerve finalement dans ses hésitations. Elle hésite sans arrêt. Alors à un moment donné, on attend aussi le ressort. Ce qu'il faut dire, c'est aussi qu'elle est à l'aise dans son rôle puisque c'est son premier grand rôle. Elle a toujours été dans l'ombre des seconds rôles, surtout avec Un gars, une fille. Et là, bon, je la trouve plutôt à l'aise. Bon, la comédie, certes, à quelques redondances, c'est un classicisme, mais on se laisse quand même entraîner. Il y a quand même un rythme assez sympa. Les seconds rôles, on a l'impression aussi d'être dans une forme de téléfilm aussi. Le problème, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, on est un petit peu contrit dans le téléfilm, ou sinon, ça se laisse quand même agréablement regarder. Mais encore une fois, c'est sans prétention. Sans prétention, mais ça a valu à Alexandra Lamy un prix d'interprétation lors du festival. Du festival de l'Alpe d'Huez. Il faut dire aussi que là, on va la voir dans les Patriotes, donc voilà, ça va peut-être changer un petit peu. Ça va changer, un autre registre. Oui. Mais elle a quand même un registre un peu dramatique qu'elle utilise bien, quoi. Oui, c'est ça. Bon, après, elle avait vu aussi dans un rôle dramatique avec cette famille qui se fait le fait divers qui s'était passé en Haute-Savoie et tout. Mais je trouve que dans son jeu, c'est toujours la même chose. Qu'on n'a pas l'impression d'un rôle à un autre de découvrir une autre Alexandra Lamy. Donc pour moi, c'est pas une grande actrice, Alexandra Lamy, mais voilà, elle est agréable à regarder, elle est sympathique, et voilà, puis elle représente bien l'actrice à la française. La quadra française, névrosée. Mais c'est vrai, je te rejoins sur le coup où elle est un peu agaçante. Quand elle doit prendre ses choix, on a envie d'aller lui mettre une paire de baffes, puis d'aller lui dire, allez, vas-y, prends. Surtout quand il y a quelqu'un qui fait un arrêt cardiaque et puis qui n'est pas capable de la réanimer, c'est quand même un choix qu'il faut faire dans les 5 secondes. Donc là, c'est quand même... Ça ouvre comme ça le fait. Il y a des choix qui sont moins dramatiques, mais il y a quelques fois, il faut trancher tout de suite quelques images de l'embarras du choix. Je vais me remettre en selle. Ah ouais, en selle. En selle. C'est quoi ton nom? Étienne. Paul McCallahan. Célibataire. Eh ben ouais. Super, on a trop de points en commun. Je sais pas qui a bu le... D'accord. Donc en fait, toi tu bois et tu manges le reste. T'es un labrador? Non. Bonsoir papa. Tu lui dis pas que j'ai un petit problème à faire des choix? Je pense qu'il va vite s'en apercevoir de ton petit problème à faire des choix. Madame, vous avez fait votre choix? Oui. La trilogie Tripière. Ah ben voilà, pareil. Juliette, j'ai besoin de te parler. Tu veux bien être ma femme? Do you want to be my wife? J'ai jamais eu une seule demande en mariage de toute ma vie et toi t'en chopes 2 en une seule journée. Tu sais que j'ai bien réfléchi là, pour la date du mariage. Le 12 juillet. Le
Allez, voilà pour l'embarras du choix. On passe à chacun sa vie de Claude Lelouch, qui n'en finit pas de nous proposer des films, un film choral. Oui. Donc là, nous avons 13 personnages, des personnages qui vont se croiser au cours d'un procès, mais alors le procès, il est vraiment loin, loin, loin. C'est pas très, très important, ce procès. Et tout ça se passe à Beaune pendant un festival de jazz, parce que c'est important, ce festival. Exactement. Mais ce qui est important à Beaune, c'est surtout le vin. Et là, on voit bien que... On voit bien que le casting est abusé. Donc c'est le 46e film de Lelouch. Alors là, c'est quand même le film le plus grotesque, le plus incompréhensible et puis qui ne colle pas du tout avec l'esprit de Lelouch. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on comprend bien que ces personnages vont se retrouver dans une histoire. L'histoire, bon... C'est pas qu'on n'y comprend rien, mais on voit un peu où quand même ça va aboutir. Le problème, c'est que je n'ai jamais vu un scénario aussi pauvre, mais surtout des dialogues aussi crus, aussi vulgaires. Et ça ne tranche pas du tout avec Lelouch. Il y a des situations vraiment, surtout avec Jean-Marie Bigard, chef de clinique, et d'autres, Gilles Lelouch. Mais pourtant, c'est pas Bigard qui est le plus vulgaire. Non, c'est pas non. C'est vraiment. Ouais, mais le reste, par exemple, Gilles Lelouch dans une scène, mais complètement ahurissante, où vraiment on a l'impression complètement machiste, complètement. C'est Philippe Lelouch. Philippe Lelouch, oui. Pardon, oui. Lelouch, pardon. Et je trouve que ce film-là n'a... Alors, encore une fois, c'est pas les acteurs qui sortent de ce corps, c'est plutôt Johnny Hallyday, pour moi, qui, comme dans la comédie qu'on a vue dernièrement, dans son propre rôle, sort quand même une espèce d'étincelle, et puis Dupond-Moretti, maître Dupond-Moretti, qui lui est déjà acteur dans la vie, et qui nous gratifie pratiquement d'une scène un peu plus, pas cocasse, mais plutôt intime, avec Béatrice Dalle. Mais tout le reste est quand même affligeant. On est quand même dans quelque chose où on rame. Les acteurs n'ont pas de composition. On a l'impression que c'est une improvisation, et puis ils jettent ça comme ça en pâture. Non, parce que le thème, c'est quand même l'amour. Hein. Il faut le trouver. Il faut le trouver. Clair, mais voilà. C'est grotesque. Moi, je rejoins tout à fait Jean-Luc pour tout ce que tu as dit. C'est vraiment les choses qui m'ont le plus retenu, c'est l'histoire avec Johnny Hallyday, qui aurait peut-être mérité finalement qu'on exploite un petit peu plus le filon du sosie, parce que voilà, c'est un sosie de Johnny qui prend sa place dans la vie et qui fait vivre des situations un peu plus ou moins bizarres. Mais voilà, c'est ce côté-là que moi j'ai trouvé intéressant, qui m'a pas fait m'ennuyer dans le film, parce que vraiment il y a des situations, je rejoins exactement cette scène dans le vignoble, et puis Philippe Lelouch avec sa femme Vanessa Demouy, en plus dans la vraie vie, qui se retrouve avec la police. Vanessa Demouy. Oui, c'est ça, avec les gendarmes, puis qui n'en finit plus, et puis qui est complètement grotesque. Non, mais c'est scabreux. Il y a des scènes qui sont tellement scabreuses qu'on se dit, mais d'où sort ce film, quoi. Même la fin, je raconte pas la fin, mais je veux dire, avec ce procès qui n'en finit plus, et Christophe. Alors, je crois qu'il a voulu faire plaisir à tous ces comédiens en leur disant, bon, on va tourner un film, on va se faire une bonne bouffe parce qu'on s'aime bien, et c'est tout, quoi, parce que vraiment, c'est vrai qu'ils ont même pas carabin, on n'a même pas l'impression qu'ils s'amusent. Enfin, c'est ça aussi, quelquefois, le plaisir que peuvent avoir des comédiens cabotiner ensemble, quoi. Mais c'est même pas du cabotinage. Je veux dire que là, c'est vraiment un scénario qui est plat, des scènes qui tombent complètement à plat, et on s'ennuie. Et c'est vrai qu'heureusement que Johnny est là. C'est vrai. Heureusement que de temps en temps, il nous tire dans notre léthargie. Donc, juste pour Johnny, mais enfin, ça fait quand même beaucoup. Tout de suite, un extrait de Chacun sa vie de Claude Lelouch. Et le feu, allumez le feu. Ok, c'est bon, allez. Le bleu, ça veut dire que je t'aime. C'est quoi l'amour? C'est quand la question de savoir si c'est un bon coup se pose plus. T'as déjà trompé ta femme, toi? Jamais de son vivant. Ça veut dire quoi, ça? Comment il faut que je fasse pour te dire que je t'aime? Le jour où tu me le diras les yeux dans les yeux, tu vois, je te croirais peut-être. Retourne-toi alors. C'est le montant de votre redressement fiscal. C'est pas un chiffre, c'est un numéro de téléphone. 20 passes par jour pendant 20 ans, ça fait 154 000 clients. Je vais écrire mes mémoires. Et si chacun de mes clients achète un exemplaire, ça va faire un putain de best-seller. Vous êtes sûr que vous voulez divorcer? Ah oui. Et voilà pour Chacun sa vie. On passe à Sage-femme du réalisateur belge Martin Provost, que vous n'êtes pas allé voir, et vous avez eu tort. Alors c'est vrai qu'il y a question un peu d'amour, et surtout question de la vie dans ce film, avec une sage-femme qui a voué sa vie, a donné la vie, et qui a un peu oublié la sienne en cours de route. Et ça va être sa belle-mère qui va revenir, l'ancienne maîtresse de son père disparu, qui va venir envahir sa vie à un moment, et qui va lui
lui transmettre ce goût de la vie. Et on va avoir ce personnage de Catherine Fro qui va évoluer au contact de Catherine Deneuve. Alors, le duo entre ces deux grandes comédiennes, c'est un vrai bonheur, c'est que du plaisir. Et on ajoute aussi des seconds rôles qui sont là et qui sont tous très bons, en particulier Olivier Gourmet, hein, qui apporte toute son humanité entre ces deux femmes. C'est un très très beau moment de cinéma. Donc, allez voir Sage-Femme de Martin Provost. Tout de suite, quelques images. Qu'est-ce que tu ferais si quelqu'un du passé revenait vers toi? Quelqu'un qui t'a fait du mal? Je change de trottoir. Pas toi. Mais je croyais que vous étiez une princesse hongroise, que vous aviez du sang russe. Mais j'ai toujours aimé raconter n'importe quoi. Et j'aime encore plus quand on me croit. Toi, ça va? Pourquoi tu fais tout le temps la gueule? Vous disparaissez pendant plus de 30 ans. Et il faut que je sois au garde à vous parce que vous avez besoin de moi. Claire! D'accord, je dis un peu garce avec ton père, mais je peux pas imaginer qu'il se tuerait à cause de moi. Ça vous flatte, hein? Avouez. Non! Tu sais que t'es belle, toi, quand tu t'encanailles. Mais c'est un père, c'est pas possible. Il faut que je t'en rachète un autre. Bon, je sais plus quoi penser, là. On a fait de belles, toutes les deux. Voilà, pour Sage-Femme, on passe à ces rencontres du cinéma de Gérard May. Alors, on peut rappeler qu'au départ, c'était un rendez-vous professionnel, hein, qui était fermé. C'était les exploitants de cinéma qui se retrouvaient pour découvrir les nouveautés des mois et des semaines à venir. Et ça s'est petit à petit ouvert au public. Et aujourd'hui, c'est devenu un vrai rendez-vous. Un vrai rendez-vous, et ce sera déjà les 21e à Gérard May. Ça sera du mardi 4 au vendredi 7 avril. Donc il y aura 18 longs métrages qui seront présentés cette année, aussi bien français qu'étrangers. Et 9 équipes de films seront présentes. Donc moi j'ai un peu sélectionné, j'ai un peu regardé tout ce que... sélectionné vite fait, parce qu'il y a quand même pas mal de films, donc il fallait faire des choix. Donc je me suis intéressé plutôt à celles où il y avait des équipes qui allaient venir. Donc c'est au Casino, hein, que ça va avoir lieu. Donc le mardi 4 à 19h, on pourra voir le film Sous le même toit, le dernier film avec Dominique Farrugia. Il sera d'ailleurs présent avec le comédien Julien Boiselier, et il y aura une soirée hommage à Emmanuel Riva à l'occasion de cette projection. Un montage qui était en préparation avant qu'elle ne décède, c'était déjà dire que le montage était en préparation. Donc là, c'est vrai. C'était prévu, j'imagine qu'elle soit là. Mais voilà. Le destin l'a décidé autrement. Donc du coup, si vous voulez voir le dernier film de Cédric Lapiche, ça sera le mercredi 5 à 19h15. Voilà, il ne sera pas présent, mais le film sera présenté. Le jeudi, c'est le film Django. Je pense que ça plaira à Jean-Luc parce que ça va parler de jazz. Ah oui. Voilà, et c'est avec Reda Kadeb qui sera présent. Et on apprend aussi que Cécile de France sera présente aussi pour cette projection qui aura lieu le jeudi 6 à 16h30. Et enfin, si vous aimez Valérie Lemercier, après Palais Royal et Cachemire, et bien alors la revoilà dans un nouveau film. Ça s'appelle Marie-Francine. Ça sera projeté vendredi à 19h30, le vendredi 7. Et c'est un peu un Tanguy au féminin. Voilà, donc on va voir ce que ça donne du côté de Gérard May. Puis le programme complet, bien sûr, vous tapez Rencontre du cinéma de Gérard May sur Google et vous allez avoir toute la programmation. Parce qu'il y a des films étrangers qui sont aussi très très bons. Voilà. J'ai vraiment sélectionné les... Ce ne sont que des avant-premières qui vous sont proposées. Donc si vous avez le temps, parce que c'est vrai qu'il faut être disponible pendant ces 3 jours, 2 semaines. Mais enfin voilà, vous pouvez y aller. Un prix modique, il faut le dire aussi. 6 euros la séance et 15 euros si le passe jour. Et si vous pouvez faire les 3 jours, le passe rencontre, c'est 4 jours. Les 4 jours, c'est 38 euros pour les 4 jours. On passe à on va passer des rencontres du cinéma à Cannes. Alors, on connaissait déjà le président du jury, hein, Pedro Almodovar. Mais alors là, maintenant, nous avons le nom du maître de cérémonie, qui est une maître de cérémonie. Une maître de cérémonie, c'est l'actrice Monica Bellucci, qui viendra donc, qui sera la maîtresse de cérémonie du 70e Festival de Cannes, qui aura lieu du 17 au 28 mai prochain. Et pour rappel, en 2000, Monica Bellucci, elle montait pour la première fois les marches du palais pour le film Suspicion de Stephen Hopkins, sous le bras de Morgan Freeman. Et après, elle viendra 2 ans plus tard pour le sulfureux Irréversible, qui a fait beaucoup parler, un film de Gaspard Noé qui a fait beaucoup parler pendant le festival. Donc voilà, c'est elle qui va donc être la maîtresse de cérémonie. De ce 70e festival, et la sélection, on la connaîtra bientôt, mais enfin, c'est vrai qu'il y a déjà quelques noms qui nous parviennent, mais enfin voilà, on va attendre un tout petit peu. Il y en a un qui n'y sera pas, c'est Luc Besson, qui prépare pourtant
son Valérian. C'est ça, il est toujours en montage, c'est pour ça qu'il ne sera pas présenté à Cannes. Ils en avaient un peu parlé apparemment, mais ça ne se fera pas. Mais voilà, il y a une nouvelle affiche qui vient de paraître, l'occasion d'en parler. Le film, c'est dans 4 mois, ça sortira le 26 juillet. Donc pour cet été, c'est un blockbuster, bien entendu, de science-fiction, qui est adapté d'une bande dessinée culte apparemment, je ne connaissais pas. C'est créé par Jean-Claude Mézières et Pierre Christin. Pierre Christin, merci. Oui, non, mais si, voilà, il ne connaît pas Valérian qui a bercé toute notre enfance. C'est quand même une BD. Enfin, elle date. Parce que là, moi, je l'ai pas connue. 1967, les premières planches dans Pilote. Donc depuis, voilà, il y en a eu beaucoup d'autres. Mais c'est vrai que ce sont 2 agents spatio-temporels qui sont à bord d'un vaisseau pour faire régner l'ordre dans la galaxie. Et tu connais pas le budget parce que généralement avec Luc Besson, à mon avis, dire combien ça coûte. Là, je ne lis pas, mais on se ça renseignera coûte. parce que là, 80 millions. Vu les images, il y a beaucoup d'écrans verts. Généralement, il aime bien quand même dire combien ces films coûtent. On le saura, je pense. Mais là, il attend parce qu'il est encore en montage, donc il y a encore des effets spéciaux qui sont en train de. Si on veut voir des images, la bande-annonce le 29 mars, une nouvelle bande-annonce avec plein d'images qui va sortir. Et au casting, il y aura Clive Owen, Ethan Hawke, Alain Chabat, super. Alain Chabat, rien à voir, John Goodman ou encore la chanteuse Rihanna. Voilà. Donc il y a du casting pour ce prochain Luc Besson. Voilà, alors autre film qui sort, on en parle tout à l'heure, il est sortie nationale ce mercredi, mais il sort également aux États-Unis. Et aux États-Unis, on l'accompagne de petits sachets qui sont offerts aux spectateurs. Ça c'est un peu plus l'info, on va dire, décalée, parce que grave, donc ça, on rappelle quand même qu'est-ce que c'est grave, c'est le film Cannibal de Julia Dencourt qui a gagné le Grand Prix au Festival de Gérardmer cette année. Il sera présenté à partir de mercredi à Épinal. Et ça fait le buzz parce qu'en fait, dans les cinémas aux États-Unis, ils vous donnent un sac à vomi, un peu les mêmes qu'on a dans les avions, parce qu'ils ont, il y a eu pendant les projections tests ou même pendant le festival de Toronto, il y a eu pas mal d'évanouissements ou des personnes qui ont fait des malaises. Ou des végétariens. Ou des végétariens, oui, voilà. Ça passe pas, ils ont mal digéré ce morceau de viande et il n'y en a pas qu'un dans le film. Et du coup, ça a créé un malaise. Donc du coup, ils distribuent ça. Bon, c'est un petit buzz, c'est pour l'effet comique. Mais voilà, on rappelle que le film est interdit au moins de 16 ans en France, mais il est interdit au moins de 18 ans aux États-Unis. Et pour le film, il est sorti déjà il y a 15 jours et il a fait plus de 62 000 entrées. Voilà, juste pour rappeler. À voir, parce que nous on l'a vu à Gérardmer et à Jean-Luc. Voilà, c'est intéressant, mais après voilà, il faut pas frôler l'indigestion. Oui, quelques personnes sont sorties aussi, mais sans sachet cette fois-ci. Ouais, c'est ça. Voilà, heureusement. C'est clair. Allez, on passe au tournage de la semaine. C'est un remake d'un téléfilm culte. Oui, c'est ça, et surtout du roman de Stephen King. Alors, il y en a qui disent qu'il s'appelle ça, il y en a qui le film s'appelle Il est revenu, et il y en a même d'autres qui disaient Le Clown, tout simplement, parce que moi, quand j'étais petit, moi, je l'ai vu, c'était Le Clown, il m'a vraiment fait peur, j'étais terrorisé par ce clown-là, et c'était Tim Curry à l'époque qui faisait le clown psychopathe. On se rappelle surtout de la scène du petit Georgie qui se ramballe dans la rue, et puis il y a le clown dans l'égout et qui l'appelle, et puis malheureusement, on connaît la fin tragique. Mais voilà, donc il va y avoir un remake pour ce film-là, ça va sortir sur les écrans le 20 septembre prochain. Première partie, parce que ça va être comme le téléfilm de Tommy Lee Wallace, c'est-à-dire qu'ils ont découpé en 2 parties le film. Et c'est l'acteur suédois Bill Skarsgård qu'on avait vu dans Divergente 3 qui va interpréter le clown. Donc on a pu voir sur les photos un comparatif de Tim Curry qui était un peu plus joyeux, si je puis dire, dans les couleurs. Et là, on va retrouver un clown plutôt sombre. Moi, je suis curieux de voir. Mais de voir si c'est vraiment fidèle au livre. Garde un peu l'esprit du téléfilm qui était très réussi pour un téléfilm, il faut le dire, et puis qui a marqué quand même pas mal de générations. Et puis le film Clown aussi qu'on avait vu à Gérardmer, qui était bien d'ailleurs, qui était pas trop mal, c'est clair. Donc voilà, il faudra encore patienter un tout petit peu. Allez, Florian, on va passer un peu plus de rêverie avec une autre adaptation, un autre remake. Il s'agit de La Belle et la Bête de Bill Condon avec Emma Watson. Alors, on peut simplement signaler que le conte qui inspire ce film a été écrit par Jeanne-Marie Le Prince de Beaumont. Et ça date quand même de 1757. Et ça n'a pas perdu une ride puisque ça enchante encore des millions de téléspectateurs. C'est clair. Et de spectateurs. Des spectateurs là au cinéma. Donc vous avez... moi je l'ai vu,
Je me souviens de La Belle et la Bête en 91, c'est là que j'ai découvert pour la première fois. Moi, je n'avais pas encore vu le Cocteau à l'époque. Mais voilà, donc on va rester dans l'adaptation Disney, parce que là, on peut le dire, ça a été calqué sur leur film de 91, qu'ils ont refait en version live. Et on peut dire que c'est réussi. Moi, j'ai passé un super moment. Alors attention, si vous y allez avec les enfants, ça peut faire peur. 2h10 quand même, qui c'est affiché au compteur pour aller voir ce film-là. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils ont pu faire alors que le dessin animé durait qu'1h25? Qu'est-ce qu'ils ont pu faire? Qu'est-ce qu'ils ont pu rajouter? Eh ben, ils ont rajouté des scènes, de chansons. Ils ont rajouté de la musique pour un peu combler tout ça, parce qu'on est quand même dans une comédie musicale. Ils auraient mieux fait de ne pas les mettre, parce qu'elles ne servent strictement à rien, ces nouvelles chansons. Emma Watson, moi je trouve que le choix d'Emma Watson, c'était le mieux. Hein. Emma Watson, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, c'est celle qui faisait Hermione Granger dans la saga Harry Potter. Et je trouve que voilà, le personnage de Belle elle lui colle vraiment super bien à la peau dans le film-là. Les effets spéciaux sont vraiment réussis, franchement c'est sublime. Tous ces personnages qui s'animent, on a vraiment l'impression que c'est pas du virtuel, parce que c'est vrai que les effets spéciaux, moi j'aime pas trop tout ce qui est en 3D, parce que justement on voit bien que c'est faux et ça casse un peu la magie. Mais alors la magie là, elle opère, puisque là les personnages sont, on a vraiment l'impression que tout est réel. Moi je suis vraiment retombé en mon enfance, j'ai l'impression de revoir à nouveau La Belle et la Bête comme je l'ai vu en dessin animé dans le temps. Les chansons, pour celles qui sont restées, ils ont refait les mêmes, ils ne se sont pas embêtés, on a refait exactement tout pareil. Mais franchement, ça vaut le coup. Et pour dire, les enfants pourraient dire, mais on s'ennuie au bout de 2h10. Eh ben non, parce que les enfants, moi, je n'ai pas entendu un enfant brailler dans la salle, hein, parce que c'est quand même fait pour les enfants. Et à la fin, ils ont même applaudi. Enfin, dans ma séance, ils ont même applaudi, les enfants. C'est rare, parce que, bon, d'habitude, même quoi, ça dure moins. Voilà, donc du coup, ça leur a plu. Moi, ça m'a plu. Et j'espère que ça vous plaira, parce que moi, je le conseille fortement. Voilà, ça reste du Disney, ça reste mon cable, bien sûr. C'est pour, voilà, c'est pour le pognon, mais, mais franchement, c'est voilà, sympa. mais c'est plutôt réussi. Tout de suite, quelques images de La Belle et la Bête. Rompre le sort. Bonjour. Vous parlez? Mais évidemment qu'il parle. Bonjour, ravi de vous rencontrer. Le maître n'est pas aussi méchant qu'il n'y paraît. Nous devons tuer cette bête! Pensez à ce que vous désirez depuis toujours. Voilà, un autre conte de fées, c'est celui de Lion, de Garth Davis. Alors pas conte de fées puisqu'il était attendu aux Oscars et n'a pas obtenu d'Oscar, mais par l'histoire qu'il raconte. Hein. C'est l'histoire d'un petit garçon qui va prendre le train et va être... On est en Inde, donc l'Inde c'est grand. Il va être séparé de ses parents, on va le retrouver en Australie. Et là, grâce à Google Earth, il va essayer de retrouver le village dans lequel il était né pour retrouver sa famille. Ah, quand le film s'est terminé, moi j'avais pas de mots pour qualifier le film, tellement moi elle m'a pris vraiment aux tripes cette histoire. C'est une histoire vraie de ce jeune Sarro là, qui se retrouve voilà, un peu bêtement dans le train, qui va l'amener à des milliers de kilomètres de chez lui. Il va se retrouver dans une ville avec des millions de personnes, et c'est là le drame, c'est-à-dire que on voit un enfant de 4-5 ans dans la rue, ça choque strictement personne dans ces pays-là, parce qu'il y en a tellement qui sont abandonnés, il y en a tellement qui sont là. Il essaye de chercher de l'aide avec les adultes et personne ne lui en donne. Et c'est vraiment dramatique, mais voilà, il est futé, il est malin, il va quand même savoir ce qu'est le bon et le mal dans tout ça. Il y a des personnes qui ont essayé d'abuser de lui, d'essayer de prendre l'enfant. Et finalement, lui, il est malin, il va réussir à partir de tout ça. Le destin va l'amener dans un orphelinat. Et il va se faire adopter par Nicole Kidman, si je puis dire, entre guillemets, dans le film, qui c'est un couple d'Australiens. Il va partir là-bas, il va avoir une enfance plutôt heureuse, jusqu'au jour où, à cause dans un repas de famille avec son demi-frère adoptif, qui est lui aussi indien, va se rendre compte qu'il a un manque et qu'il veut à tout prix retrouver sa famille. Et c'est là que Google Earth arrive. Alors les critiques se sont un peu acharnées, on va dire, sur ce côté-là de l'histoire, en disant là on fait de la pub à Google, multinationale américaine, tout ça. Mais j'ai envie de dire, ok, je suis d'accord, mais c'est quand même grâce à Google Earth qu'il va faire ses recherches, qu'il va pouvoir persévérer et trouver sa famille. Et cette scène à la fin, on ne raconte pas comment ça se termine, on ne connaît pas l'histoire, mais tellement émouvante, tellement bien faite. Voilà, moi je suis ressorti complètement bouleversé de ce film-là, et je conseille vraiment à tout le monde, mais franchement à tout le monde d'aller le voir, parce que c'est vraiment une très très belle histoire. Et dommage qu'il n'ait pas eu d'Oscar aussi. Ouais, et un mot peut-être sur Dev Patel. C'est ça, voilà, il a pas eu, il méritait. Après je sais pas, j'avais pas vu, je sais plus comment il s'appelle, celui qui a eu l'Oscar cette année avec le film.
Non, c'était l'Oscar du meilleur acteur, c'était pour Manchester. Manchester by the Sea. C'était Casey Affleck. Merci, voilà. Qu'il a eu. Après, j'ai pas vu son interprétation, je peux pas comparer. Mais elle était très bonne. Mais là, il joue très bien aussi. Et franchement, on y croit à cette histoire-là. Le gamin aussi exceptionnel dans le film-là. On s'y attache. On voudrait même que ça continue encore un petit peu plus avec le gamin. Par rapport à l'enfant, on a parlé de Slumdog Millionnaire. Oui, ça récent. C'est vrai qu'on est aussi dans ce même savoir-faire, dans cette même débrouillardise pour essayer de. J'avais peur qu'on soit dans ça, justement, en voyant ça. L'affiche, tout ça. C'est pour ça que je n'avais pas été le voir tout de suite, parce que je m'étais dit, si on va encore nous prendre par les sentiments, un peu comme un peu dans Slumdog Millionnaire, j'avais adoré ce film-là. Mais voilà, je me suis dit, on va revoir encore la même histoire. Et puis ça n'a rien à voir du tout. Puis le fait de savoir que c'est une histoire vraie encore en plus, ça en rajoute encore de l'émotion. Bon, ça, c'est les Américains, ils savent très bien le faire. Mais bon, moi, je suis rentré dedans et voilà, je me suis fait prendre au jeu. Et voilà, je conseille vraiment à tout le monde d'aller le voir. Alors, guettez bien les séances, parce que c'est vrai qu'elles ne sont plus si nombreuses. Mais si vous en avez l'occasion, allez voir Lion. Allez, on passe aux nouveautés. Qu'est-ce qui nous attend cette semaine? Il nous attend Telle mère, telle fille, de Noémie Saglio, qui met en scène Camille Cotin et Juliette Binoche. Juliette Binoche qui interprète la mère, mais qui est enceinte en même temps que sa fille, qui fait un peu jeunisme. Voilà, ça va être... voilà. C'est déjà très lourd. Autrement, si vous voulez vous remettre, vous avez Orpheline de Arnaud de Palière. Donc là, c'est aussi un portrait de femme, mais il y a 4 actrices qui vont interpréter cette femme, puisqu'on la retrouve au début à 30 ans. Elle va avoir un enfant, elle est heureuse, et puis patatras, elle est rattrapée par son passé, et elle va être incarcérée pour une vieille affaire de vol. On parle d'adaptation, il y a aussi Ghost in the Shell qui nous arrive, de Rupert Sanders. On a déjà eu une adaptation du manga en dessin, en film d'animation, et là, c'est en chair en os avec Scarlett Johansson, Takeshi Kitano et encore Juliette Binoche. C'est vrai que les films se télescopent un petit peu. Pour les fans de Kev Adams, il y aura Gangsterdam de Romain Lévy. Ça vous donne envie. Radio Star, c'était bien, parce que c'était lui qui avait réalisé Radio Star et qui était plutôt réussi, c'était pas mal. Voilà. Alors celui-là, par contre, je le sens moins. Vu la bande-annonce et vu la promo qu'ils en font autour, ça fait un peu peur. Alors, vous pourrez peut-être aller voir Baby Boss de Tom McGrath, à qui on doit déjà Madagascar, avec ce bébé qui voit arriver dans sa famille un autre bébé, mais sauf qu'il est déjà en costard-cravate et qu'il voit un peu... Bon, c'est une histoire d'agent secret, mais ils vont sauver le monde, ne vous inquiétez pas. On parlait d'Emmanuel Riva tout à l'heure, donc sa dernière apparition au cinéma, c'est dans Paris pieds nus de Fiona Gordon et Dominique Abel. Et le film sort, en sortie décalée, ce mercredi. On est dans Paris et c'est du burlesque, comme savent le faire notre duo. Il y aura en sortie décalée également Grave, donc le Grand Prix Fantasticard 2017, interdit aux moins de 16 ans, on le rappelle. Il y aura également une soirée débat qui vous sera proposée au Ciné-Palace le jeudi 30 mars à 20h autour du documentaire Et les Mistral gagnants de Anne-Dauphine Julien. On parlait d'enfants, là ce sont des portraits de 5 enfants qui sont hospitalisés, qui sont malades, et c'est eux qui vont nous redonner la pêche, et c'est une leçon de vie qu'ils vont nous donner. Il y a également le festival Culture et Foi qui débute cette semaine au Ciné-Palace avec 2 films, Le Pape François et l'ami François d'Assise et ses frères. Enfin, la séance de rattrapage du dimanche vers 18h sera consacré à Moonlight. Voilà, plein de films à découvrir. N'oubliez pas non plus les rencontres du cinéma de Gérard May. Vous allez plus savoir où donner des yeux. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dans 15 jours, je l'espère, au complet. À très bientôt. Bon cinéma. Merci, c'est bon pour moi. Michel? Allez, quand on veut. Comment ça, quand on veut? Je suis à filmer, là? Ah non, je suis pas filmé. Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantines. J'ai cueilli des fleurs, j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, elle n'est jamais venue. Zai, 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 zai.